Muriel, tu es sociologue, je suis traductrice et on a déjà travaillé ensemble pour la traduction de ton livre Becoming Anorexic, ainsi que sur un certain nombre d'articles, dont un article pour Politica sur la socialisation politique que tu as coécrit avec Lucie Bargel. Et puis tu m'as contacté pour me parler du projet de la traduction de socialisation pour Polity Press. Pourquoi avoir voulu traduire ce livre-là ? En fait, c'est un livre qui a vraiment pour vocation d'être diffusé le plus largement possible, hein, parce que c'est donc en français, la socialisation, hein, c'est une défense et illustration de la notion, d'une certaine manière de faire de la sociologie, donc de faire une sociologie, de la sociogenèse, des dispositions individuelles, de regarder comment sont fabriquées les personnes. Et du coup, voilà, il y avait l'idée de passer, après une carrière du livre assez longue et remplie en France, de passer en fait à l'échelon supérieur, hein, et de le traduire. Donc, avec aussi l'idée, c'est une défense et illustration, c'est aussi un manuel, hein, en fait. Donc, il s'agit non seulement de convaincre les collègues de langue anglaise que c'est intéressant de faire cette sociologie-là, mais aussi de leur fournir un outil pour qu'ils puissent en convaincre leur public étudiant divers et variés. Donc voilà, de fournir un manuel ou un guide d'entrée dans la notion. Et puis, c'est révélé aussi un troisième, alors ce n'était pas un objectif, mais un troisième usage possible du livre, qui, je pense, nous fait bien plaisir. En fait, c'est de fournir, cette fois-ci aux collègues sociologues plutôt de langue française, une sorte de lexique en anglais de la sociologie de la socialisation, donc un lexique qu'on espère rigoureux, réfléchi, en tout cas, ça, on est à peu près certaine qu'il le soit, mais des mots de la socialisation et qui soient donc intéressants à la fois linguistiquement et sociologiquement, enfin robustes, quoi. Donc ça, c'était le troisième objectif qu'on avait. Est-ce que ça a été difficile de convaincre l'éditeur de le publier ? Alors, ça n'a pas été si facile que ça. À la fois, ça s'est passé très très bien et il était plutôt ouvert, enfin, et tout à fait bienveillant dans les discussions. Et en même temps, il avait un certain nombre de réticences. C'était d'abord le fait que pour lui, la notion de socialisation était totalement obsolète et que ce serait... il ne voulait pas d'un livre d'histoire de la sociologie sur une notion obsolète. Donc là, ça renvoie au fait que le contexte américain et, enfin, là en l'occurrence, il pensait beaucoup au champ américain et moi aussi en fait, mais et français de réception de la notion est vraiment très différent aujourd'hui. En France, la notion a, je crois, jamais quitté les programmes de SES du lycée, les maquettes des facs, etc., avec un renouveau fort depuis les années 90. Mais en fait, aux États-Unis, c'était considéré, enfin c'est considéré, comme une notion qui appartient pour beaucoup aux années 50-60, sous la figure par exemple de la socialisation de genre, hein, qui est une notion qui est aujourd'hui, qui n'existe dans les articles sur le genre aujourd'hui que comme repoussoir absolu en quelque sorte, parsonien, des choses à ne pas faire et qui ont été combattues et recouvertes en fait par les approches en termes de performance. Donc, pour lui, c'était une notion obsolète et c'était aussi une notion qui avait peu de rapport avec le monde social actuel, les rapports de pouvoir, l'intersectionnalité, la classe, le genre, etc. Donc ça, c'était un gros étonnement de ma part en partie, mais en gros, c'était presque les questions, mais quel est le rapport entre Bourdieu et la socialisation, ou quel est le rapport entre l'intersectionnalité et la socialisation? Donc voilà, ça fait un peu penser à ce poissonnier d'Astérix qui demande quel est le rapport entre la mer et mes poissons. Mes poissons viennent de Lutèce, mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire il m'a demandé de donner les liens en fait entre le monde social traversé par des rapports de pouvoir et la notion de socialisation. Et ça traduit aussi alors là, cette fois-ci non pas un contexte, une histoire de la notion, mais une signification même de la notion de socialisation qui était très différente aux États-Unis notamment, où le terme était utilisé dans parfois des sociopsychologies de l'identité, etc. Enfin, les univers où il restait
où il reste utilisé, c'est plutôt la socialisation professionnelle, la sociologie de l'enfance et puis la racial socialization, mais dans des sens, on y reviendra peut-être, qui sont très différents du sens que le terme a en français. Enfin, un troisième type de réticence, bon là c'était de bonne guerre on pourrait dire, mais en gros dans ce que j'avais proposé qui était une traduction assez proche du 128 originel, il a dit oui c'est intéressant mais c'est beaucoup trop French en fait, trop Frenchy, au sens où c'est pris dans non seulement une notion théorique française, dans une lignée française, Durkheim, Bourdieu, Lahire, etc. Mais aussi les exemples, l'univers social en fait qui est utilisé pour l'illustrer. C'est un univers très français et ça pose problème pour un ouvrage de synthèse et pour un manuel, notamment ce caractère très français. Donc en fait, il avait dessiné comme ça des réticences qu'il avait et il m'a poussé à les combattre déjà chez lui, en fait, pour pouvoir ensuite avoir le droit de les combattre chez les lecteurs et les lectrices à venir. Une chose dont il était certain et qu'il me disait, donc l'éditeur de Polity, c'était, en tout cas ce qui est sûr à peu près, c'est que ça ne s'appellera pas socialization. Ça, il faut y renoncer. Et du coup, voilà, l'idée, c'était au contraire, en fait, d'essayer de défendre le fait que ça s'appelle socialization en opérant une forme de reconquête, en reclaim, comme on dirait peut-être en anglais, et je ne te demanderai pas comment il faudrait le traduire, mais en se réappropriant voilà, le terme de socialisation avec la signification que je voulais qu'il ait, en tout cas dans ce livre. Donc ce livre, ce n'est pas seulement une traduction, c'est une adaptation puis une traduction. Comment est-ce que tu décrirais le travail que tu as fait, toi, en amont du travail de traduction ? Alors ça a été un travail important qui était à la hauteur des réticences là dont j'ai parlé. Donc déjà il y a beaucoup de passages en fait défensifs. Alors, le côté défense et illustration, ça veut dire aussi que j'ai rajouté des passages qui argumentaient l'intérêt d'avoir cette approche-là du monde social et cette approche sociologique-là, donc qui sont relativement nombreux. J'ai rajouté un chapitre entier en fait par rapport à donc l'édition en français, la 3e édition en français qui existait alors, un chapitre entier qui en fait reprend, discute de façon précise des problématiques qui sont évoquées en passant dans l'édition française, mais qui du coup, voilà, pour un public de langue anglaise, devaient être vraiment précisément discutées. Donc racial socialization, où j'essaye de montrer à la fois l'intérêt des approches qui existent et en même temps la façon dont elles ne correspondent pas tout à fait à ce qui serait une analyse des dispositions ethniques ou voilà, de socialisation raciale par la race, à la race, etc. Donc j'essaye de faire dans le chapitre, de montrer dans le chapitre, sur le genre, en fait, là aussi prenant tout à fait au sérieux à la fois la proximité et les différences avec toutes les approches en termes de doing gender, de performance, les approches de Raewyn Connell, etc. Donc en montrant à la fois comment la socialisation n'est pas l'approche qui est souvent critiquée par ces approches-là du genre comme étant parsonienne et années 50 et peu utile pour le monde social d'aujourd'hui, et en montrant aussi voilà, les proximités mais les différences et l'intérêt de regarder comment on fait le genre parce qu'on a été fait par le genre d'une certaine manière, de regarder comment une socialisation raciale, c'est pas seulement une éducation explicite à la race ou voire par la race, mais qu'il y a des outils particuliers qu'on peut utiliser pour ce rapport social-là, le rapport social de race. Et enfin, sur l'agency, qui est aussi quelque chose qui est beaucoup plus présent en fait comme disons, contradiction des approches en termes de socialisation aux États-Unis ou en Angleterre, que j'ai travaillé plutôt par rapport aux enfants, à l'agency enfantine, en montrant comment tout ce que font les enfants ne sont pas, même quand ils n'obéissent pas à leurs parents, ce n'est pas forcément des sorties du déterminisme et des dispositions nées de la socialisation voilà, qui les a constitués, y compris comme des individus capables d'agency en fait.
Donc voilà, chapitre supplémentaire qui m'a pris pas mal de travail, mais surtout, en fait, je dirais que le travail le plus important, ça a été un travail un peu parlé de réponse à la critique sur le caractère trop français des enquêtes, et donc de recherche pour exemplifier, illustrer le propos du livre, le propos théorique du livre, de recherche d'enquête et de texte en anglais déjà, mais aussi sur terrain américain ou secondairement britannique. Anglais. Du coup, là, l'idée, c'était vraiment de fournir, notamment pour un manuel, en fait, comme Socialization, de fournir un monde social et des exemples qui parlent, en fait, aux étudiants, aux étudiantes, qui leur parlent d'eux et d'elles aussi, parce qu'on sait bien que c'est aussi comme ça que fonctionne ce type de livre. C'est on se dit, ah, mais il y a une procédure de dévoilement, j'ai été construite comme ça, cette personne qui est très différente de moi, elle a été construite aussi par la même société pourtant, mais très différemment. Et donc, pour qu'il y ait cet effet de reconnaissance et puis de dévoilement, il fallait aller chercher des enquêtes au plus près, en fait, des publics. Donc là, même les textes français traduits, en fait, fonctionnaient moins bien de ce côté-là. Donc là, j'ai eu vraiment un travail bibliographique important qui pouvait pas forcément, qui était plein de pièges, parce que si je cherchais des textes, des enquêtes où il y avait le terme socialisation ou habitus, c'était jamais certain que ça parle vraiment des processus de sociogenèse, des individus, des dispositions, des habitus, etc. Il y a beaucoup de pièges en sociologie américaine de ce côté-là. Il y a des tas d'usages vraiment voilà, très étrangers en fait, à la rigueur du concept de Bourdieu, voilà, et puis des textes sur la socialisation qui portaient pas vraiment sur ces processus. Donc il a fallu aller chercher des enquêtes en demandant aux collègues, en remontant les bibliographies, un peu à l'ancienne en fait, en allant débusquer des situations d'incorporation et des analyses d'incorporation dans des textes qui ne le disaient pas dans ces termes en fait. Donc ça a été très intéressant, ça a été un peu long aussi. Alors il y a des fois où ça a été très facile. En fait, je savais très bien que j'allais utiliser certains auteurs comme Seamus Kahn ou Annette Larot qui sont que je savais tout à fait en phase, mais voilà, pour certains textes, j'ai trouvé des équivalents absolus en quelque sorte, ou en tout cas des homologues quoi, d'enquêtes que j'utilisais dans la version française. Je pense par exemple aux Mes héritiers de Gaël Henry, donc ces enfants de cadres qui échouent et qui sont en mobilité, qui échouent à l'école et qui sont en mobilité sociale descendante. Et en fait, on a une enquête de Jessie Stribe qui est exactement sur le même thème, avec exactement les mêmes méthodes, donc qui a pu vraiment remplacer, voilà, tenir le rôle dans le remake en anglais de la socialisation. Voilà, un texte aussi sur la façon dont par rapport à l'enquête de Colin Giraud sur la façon dont les quartiers gays constituent, en fait, créent, fabriquent un certain type de dispositions et donc font un certain type de personnes. Et il y avait une enquête sur les quartiers lesbiens aux États-Unis qui était aussi faite en termes de construction des personnes par le quartier, par la ville, par la communauté, etc., qui était tout à fait aussi, enfin, homologue. Mais des fois, ça a été plus difficile et il fallait en fait braquer le projecteur sur des analyses qui intéressaient moins leurs autrices ou leurs auteurs que moi. Et là, je pense par exemple à une très belle enquête de Anne Arnett Ferguson qui s'appelle Bad Boys sur la masculinité noire et les fractions de classe des classes populaires noires aux États-Unis. Et en fait, où et qui travaille sur vraiment la fabrique des personnes, la construction des individus. Mais ce qui l'intéresse, c'est les conditions matérielles d'existence d'une part, et puis le labeling de l'autre. Et en fait, ce qu'il y a entre ces deux choses, c'était vraiment les constructions dispositionnelles, c'est présent, mais c'est jamais tellement thématisé. Donc là, il fallait aller chercher dans ces textes ces analyses qui étaient parfois commencées, ébauchées, parfois faites, pour m'en servir, pour illustrer. Et là, ça fera une transition sur les questions vraiment de traduction. Ça a été très très utile pour moi d'avoir aussi ton regard, hein, puisque à partir de ce moment-là, tu es intervenu dans la relecture de ces textes hein, que je faisais,
d'avoir ton regard, parce que c'était des textes que tu connaissais et tu pouvais me dire, bon là tu tires vraiment trop le texte vers la socialisation, et je me souviens d'un texte de Christine Schilt en fait sur les trans in the workplace, dans le monde du travail, où je l'avais vraiment relu à la lumière de la socialisation, et grâce à quelques coupes que je pensais habiles dans le texte, j'étais arrivée à quelque chose qui m'allait tout à fait pour exemplifier cette socialisation à la fois professionnelle et puis de genre. Et là, tu m'avais dit non, tu vas un petit peu trop loin, si je peux me permettre, et voilà, peut-être que tu pourrais plutôt dire les choses un peu autrement. Et je pense que plus généralement, on a travaillé d'une manière assez inhabituelle pour toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors oui, tout à fait. Ce projet a été assez différent de pas mal d'autres, ne serait-ce que de Becoming Anorexic, par exemple, pour plusieurs raisons. Premièrement, du fait du cahier des charges que Polity a un peu imposé, que tu viens de décrire. On était vraiment sur un projet où la lisibilité l'emportait sur la fidélité. Et je dirais qu'en temps normal, on cherche à trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Mais là, je me souviens du premier Zoom qu'on avait fait au sujet du projet, où tu m'avais vraiment dit, tu avais insisté sur cet aspect-là en disant, voilà, il faut vraiment... il faut que c'est les idées qui comptent le plus, les détails, j'y suis beaucoup moins attachée. Et tu m'as dit qu'il fallait que je me sente libre de remanier le texte comme bon me semblait pour arriver à cette fin de lisibilité, pour réussir à convaincre un lectorat. Et c'est vrai que comme postulat de départ pour une traduction, c'est plutôt rare. Il y a aussi eu toute une partie du travail que tu avais déjà fait quelque part, tout ce que tu viens de décrire sur l'adaptation, où tu avais en tête ce nouveau public, ce nouvel horizon de réception. Ça voulait dire que tu avais déjà pensé à comment les idées allaient être reçues, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les ouvrages que je vais traduire. Souvent, ça bouge assez peu finalement par rapport à la version publiée en français, où on va peut-être avoir une nouvelle introduction qui va recadrer le propos, mais globalement, ce qui est à l'intérieur va rester relativement stable. Ce qui va parfois me donner un peu plus de fil à retordre quand il s'agit de trouver des moyens de faire passer des notions ou des approches qui sont moins habituelles dans le contexte anglo-américain. Donc là, c'est vrai que ce travail-là, tu l'avais un peu fait à ma place. Après, toutes ces modifications qu'on t'a demandées ont aussi induit une autre spécificité à ce texte, qui est que le manuscrit que tu m'as soumis n'était pas forcément un manuscrit stabilisé, par certains endroits du moins. Il y avait des enquêtes en anglais où tu avais gardé les citations en anglais. Parfois, il y avait des phrases un peu en franglais parce que tu reprenais des éléments. Il y avait une sorte de matière brute, entre guillemets, à certains endroits qui allait nécessairement demander un peu plus que simplement un travail de traduction, mais aussi de reformuler, ce que j'ai donc fait. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait toute seule non plus, parce que j'ai proposé des choses que tu as ensuite relues, que j'ai ensuite repris. Et tout ça, c'est, je dirais, voilà, on a eu beaucoup d'allers-retours. Il y a eu des passages qu'on a vraiment co-élaborés, d'autres passages où on était sur un rapport beaucoup plus classique à la traduction, donc ça dépendait vraiment. Mais en tous les cas, beaucoup plus d'allers-retours. Je dirais que je vais toujours avoir des échanges sur les projets avec les auteurs et autrices des textes que je traduis, mais peut-être jamais autant que sur celui-là, et peut-être pas autant sur le fond, je dirais. Et c'est une remarque qui vaut aussi pour d'autres aspects de la traduction, où c'était un peu habitude. Je faisais comme d'habitude, mais en allant peut-être un peu plus loin. Donc, par exemple, quand on traduit du français vers l'anglais, on se retrouve assez souvent à devoir scinder des phrases un peu longues. Je ne dis pas les tiennes, mais un peu longues. En phrases plus courtes, on va privilégier la coordination par rapport à la juxtaposition ou la subordination. On va mettre en relief les idées principales différemment, que ce soit au niveau de la phrase ou au niveau du paragraphe. Et ça, c'est un travail que je vais toujours faire. Là, en le faisant dans Socialization, il y a eu pas mal de passages où j'ai aussi élagué des choses au fur et à mesure dans ce processus, avec ta permission évidemment, mais où j'ai enlevé, je resserrais vraiment le propos autour de l'idée principale, quitte à sacrifier un certain nombre de nuances. Et ça, c'est pas quelque chose qu'en temps normal, je vais prendre sur moi de faire. Je vais peut-être le proposer à des endroits où ça me paraît vraiment nécessaire, mais je vais pas le faire d'office. Inversement, pour ce qui concerne les ajouts, ça fait partie de mon travail aussi, de proposer des notes, des glosses, des précisions, pour être sûr que les idées vont être bien comprises.
Mais normalement, je ne me permets pas de décider que ce serait bien qu'on ait une phrase de transition ici ou que telle phrase sonnerait mieux avec un adjectif et celui-ci me paraît particulièrement adapté. Et c'est vrai que là, tu as eu la générosité quelque part de me permettre ce genre d'intervention dans ton texte. Parce que d'autant que ça t'a demandé plus de travail finalement, parce que tu as eu plus de travail de relecture que si j'étais restée plus proche du texte source. Et tout ce travail-là, ce mode de fonctionnement, je dirais, c'était possible simplement parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, parce que tu connaissais mon travail, tu connaissais mes compétences, mais aussi mes limites en sociologie. Donc c'était un peu à ce prix-là que tu pouvais me confier ce type de travail. Tu savais jusqu'où tu pouvais me faire confiance, là où il fallait faire des vérifications. Et moi, je connaissais ton niveau d'anglais aussi, qui est quand même excellent. Et c'est indispensable à ce que j'ai fait là, parce que quand on traduit, on a vraiment une responsabilité de rendre les idées de la personne qu'on traduit. On ne peut pas se permettre d'infléchir le propos, de rajouter ou d'enlever des nuances. Là, je savais que quand tu allais lire le texte en anglais, où j'avais fait un peu ce genre de choses parfois, que tu allais tout de suite comprendre toutes les nuances de ce que j'avais fait et tu allais savoir si ça te correspondait ou pas. Et que tu n'hésiterais pas non plus à rectifier le tir si j'étais allée trop loin. Et là, c'est quelque chose qui m'a donc donné plus de liberté dans le processus d'écriture. Tu avais dit à un moment, en parlant de ce projet dans un autre contexte, que j'avais fait plus que traduire, et toi, tu avais fait plus que simplement te laisser traduire, et c'est vraiment ça. Et je trouve que, pour moi, c'est important d'insister sur cet aspect-là, parce qu'on est dans un contexte quand même où, sans parler de l'IA ou de la traduction automatique, mais où on assiste parfois à la mise en place de marchés publics, par exemple, pour la traduction, qui ce processus tend à placer la traduction formulée comme quelque chose qui serait un produit qu'on pourrait comparer simplement en termes de tarifs, alors que c'est une question aussi c'est une affaire humaine quelque part, c'est des relations de travail qui se tissent dans le temps, c'est des expertises spécifiques qui se développent. J'ai mieux traduit Socialization, je pense, parce que j'avais déjà traduit Becoming Anorexic. Donc il y a aussi tout cet aspect-là, et je pense que l'aspect humain compte aussi. Je pense que ça fonctionne bien quand on travaille ensemble aussi parce que on a un rapport au travail, je ne sais pas si j'ose dire des dispositions, qui sont semblables ou du moins compatibles. Donc on n'est pas des personnes qui seraient interchangeables à souhait en fait. Il y a un historique là et un mode de fonctionnement qui fait que par exemple l'une comme l'autre on va avoir cette capacité à faire des allers-retours relativement sans fin sur un mot ou une phrase jusqu'à ce que chacune soit satisfaite du résultat. Tout le monde n'a pas cette envie, tout le monde n'a pas cette patience. C'est aussi une question de conditions matérielles de travail. La traduction a été financée correctement, on a pu travailler dans de bonnes conditions. Personnellement, j'ai 15 ans de métier, donc je traduis plus rapidement aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Donc je peux me permettre ce genre de choses. Mais voilà, je pense qu'il y a eu tout un ensemble de choses spécifiques à l'une et à l'autre qui ont fait qu'on a pu avoir ce travail-là sur ce projet-là. Ça me fait réagir sur ce que moi j'ai retiré de ce travail de traduction et de ces allers-retours, etc. Et vraiment, je conseillerais effectivement à tous les collègues de faire traduire leur travail par une personne humaine, ne serait-ce que pour avoir cette occasion de dire et rediscuter ce qu'on veut vraiment dire. Donc j'ai le souvenir de questions apparemment naïves que tu me posais sur tel ou tel concept et je partais en spirale pour aller lire de ci, de là, pour pouvoir te répondre précisément et savoir quel était le fichu verbe qu'on allait pouvoir mettre, que tu allais pouvoir mettre, etc. Et ça m'a vraiment fait me rendre consciente en fait du statut de co-autrice en fait de la traductrice que j'avais pas du tout en tête. Et puisqu'on est sur un atelier qui s'appelle Traduction et pouvoir, je pense que c'est important de le dire. Moi, j'ai été depuis ce travail-là avec toi, j'ai été choquée par quelque chose que je trouvais normal et qui était le fait que ce soit mon seul nom sur le contrat d'édition avec Polity, au sens où voilà, je pense que c'est mon texte, c'est clair, mais qu'on a été deux autrices en fait à travailler sur mon texte. Et donc voilà, c'est quelque chose vraiment dont j'ai été consciente. Mais enfin voilà, pour passer maintenant à des choses un peu moins idylliques, en fait, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté particulière dans le texte? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé, moins idylliquement passé?
je ne sais pas si ça s'est moins bien passé, mais pour ce qui concerne les aspects un peu, peut-être les difficultés, les 2 premiers chapitres, stylistiquement, sur Primary Socialization and Secondary Socialization, c'était peut-être les chapitres qui étaient plus difficiles à rendre parce que c'était là où tu mobilisais le plus de textes théoriques, Durkheim, Bourdieu, Passeron, Lahire, etc., qu'on citait donc, dans leurs traductions publiées. Et là, on n'est pas sur des manuels, on est sur des textes théoriques denses, pas forcément très récents. Dans l'introduction, enfin dans la préface à la traduction anglaise de la distinction de Bourdieu, il y a un passage où il pose le fait que ce livre est très français, que les phrases longues vont heurter le lectorat anglophone, mais qu'en gros, voilà, c'est un choix qu'il assume et qu'il défend dans une phrase assez kilométrique par ailleurs, c'est de toute beauté. Mais c'est vrai qu'il fallait donc faire un va-et-vient entre ces passages-là qui étaient assez denses et pas forcément évident de prime abord à comprendre pour le lectorat étudiant états-unien qu'on avait en tête, et faire naviguer entre ces passages-là et les passages où tu reprenais ces concepts, où il y avait une reprise de ce langage qu'il fallait essayer de faire tout en gardant le dynamisme de ton, la fluidité qu'on avait voulu pour ce livre. Donc cette partie-là n'était pas forcément très facile. Ensuite, le dernier chapitre, Race, Gender and Agency, je dirais que c'était peut-être à la fois plus facile et plus difficile. Plus facile parce qu'on est sur des thématiques qui recoupent un peu le plus mon parcours de recherche qui était assez axé sur le genre, et un de mes enseignements actuels sur le genre et l'identité dans une approche intersectionnelle. Donc c'est vrai que c'est des thématiques c'est des concepts que je manie peut-être avec plus d'aisance à la fois en anglais et en français. Donc de ce point de vue-là, et puis aussi je gravite pas mal vers des projets autour de ces sujets dans la traduction, donc voilà, je suis assez familière de ça. Mais après, c'était aussi difficile parce que c'était là où on est sur des thématiques, des choses qui ont été conceptualisées très différemment aux États-Unis et en France pour des raisons historiques, politiques, mais aussi épistémologiques, que ce soit en sociaux ou en philo. Et donc, il fallait faire le plus attention, je pense, à la manière dont étaient formulées les choses. Tu avais évoqué tout à l'heure la question, par exemple, de racial socialization, où le terme va être compris dans la plupart des textes anglo-américains dans un autre sens, plus la question de l'éducation à ou par la race que l'incorporation de dispositions. Et donc il fallait faire très attention à comment allaient être reçues ces parties-là. Et c'était peut-être là aussi où il y avait le plus de chances que le cadre conceptuel de la socialisation allait être perçu comme étant purement essentialisant. Il fallait vraiment, ça rajoutait une couche de complexité pour éviter que les idées soient réduites à ce prisme-là et donc disqualifiées à ce titre-là. Tout en gardant le côté déterministe sur lequel je revenais souvent voilà, exactement. à la charge suite à tes questions. Tout à fait, mais exactement. Mais c'était tout le problème, c'était d'exprimer ça sans que ce ne soit perçu de manière trop réductrice. Et tu parlais là d'incorporation, enfin, ça a été aussi une petite difficulté que tu as eue et qu'on a beaucoup discuté, enfin, difficulté plutôt un enjeu très fort. Comment est-ce qu'on allait traduire incorporation, dont la traduction habituelle est embodiment. Et en fait, je vous renvoie, nous on sait, mais je vous renvoie à la première note du livre, qui est une note commune de la traductrice et de l'autrice, sur la traduction d'incorporation. Donc maintenant que ce travail de traduction est terminé, que le livre existe, qu'en espères-tu? Et peut-être que tu voudrais dire quelques mots de nos autres projets de traduction. Oui, alors j'espère justement que le livre va exister vraiment, c'est-à-dire pas seulement dans les bibliographies, mais dans les syllabus, les plans de cours aux États-Unis, dans les term papers des étudiantes, enfin voilà, qui va vraiment exister pour porter un peu, c'est vrai qu'il y a l'idée de porter un peu le fer de cette sociologie-là à l'étranger et aux États-Unis notamment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi au cœur de deux projets qu'on a. Il y en a un, c'est
presque plus un projet en fait, il est quasiment sous presse. En fait, là pour le coup, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, qui était de faire traduire un texte de 1971 de Luc Boltanski, Les usages sociaux du corps, qui est un grand texte classique. Voilà, donc ça c'est un projet dont je t'ai parlé aussi, qui a été un challenge, je pense, pour toi assez, mais à la hauteur de ce que tu pouvais faire, parce que quelle réussite là aussi. Donc il sera publié, la traduction sera publiée dans quelque temps dans Social Science and Medicine, qui est une revue très centrale en sociologie de la médecine et de la santé actuellement aux États-Unis, donc vraiment une position très visible. Et donc il y a ce côté un peu remonter le courant de la domination culturelle, si on veut, qui est de faire traduire un texte français de 1971 aujourd'hui aux États-Unis, et avec l'idée vraiment du caractère très très actuel du texte, malgré son caractère très très désuet, qui t'a donné, je pense, du fil à retordre. Donc c'est une traduction qui sera publiée avec un commentaire que j'ai écrit avec mes collègues Nathalie Bajos, Michel Kelly-Irving et Dieter Van de Broek. Donc ça, c'est pratiquement sous presse à suivre. Et puis, alors là, plus à l'état de projet, en fait, c'est de reformer le Dynamic Duo, même si je ne sais pas toujours qui est Batman et qui est Robin entre nous. Ça dépend peut-être des traductions. Voilà, mais de reformer notre duo pour traduire mon dernier livre, donc Réparer les cerveaux. Et là, nous avons un accord de Princeton University Press, donc pour quelque chose qui sera de type Repairing the Brain, peut-être. Bon, voilà. On va sans doute travailler un peu différemment sur ce nouveau projet. Donc là, je te laisse peut-être terminer en disant quelques mots. Oui. Alors tout à fait. Sur ce projet-là, aujourd'hui, il a été beaucoup question d'adapter, d'aller à la rencontre d'un certain public étudiant états-unien en l'occurrence, et de réduire l'aspect, de s'éloigner de l'aspect français du 128. Là, chez Princeton, l'éditrice, pour réparer les cerveaux, elle est plutôt intéressée par l'aspect français. Elle n'a pas envie de voir gommer cette spécificité de l'enquête. Donc en termes de traduction, par exemple, ça veut dire que quand je vais traduire les citations des enquêtés, je ne vais pas du tout chercher à américaniser leur discours. Par ailleurs, il va y avoir des choses qui sont spécifiques au système de soins en France, qu'il ne s'agira pas de transposer ou de lisser, mais plutôt d'expliciter, en fait. Et enfin, dans Socialization, tu as repris pas mal d'enquêtes de terrain que je suis allée lire, que je suis allée voir. Là, en l'occurrence, il y a ton terrain, où je n'étais pas, ce qui fait que je pense que je vais sans doute beaucoup moins me permettre de faire des suggestions sur le fond, à mon avis, que j'ai pu le faire dans Socialization. Bon, après, je ne promets pas de ne pas t'embêter un petit peu, mais ce sera différent, je pense. J'en serais désolée si tu ne le faisais pas. Voilà. Mais je trouve que c'est bien aussi de pouvoir traduire la recherche française de cette manière-là, quand on en a la possibilité, de ne pas forcément toujours être en train de tirer vers des cadres conceptuels. Voilà, tout à fait. Et je pense que ce que cette différence d'approche illustre, c'est vraiment le fait que une stratégie de traduction va s'élaborer au cas par cas, en fonction du livre, en fonction des personnes qui sont impliquées dans le projet, en fonction de la maison d'édition, en fonction du public qui est ciblé par la publication. Et à mon sens, en tout cas, ce genre de choix se fait au mieux dans le cadre de projets collaboratifs qui n'évincent pas l'humain.